Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais revenir sur l'interview de Guylain Watrelot qui est passé sur la chaîne YouTube Legend. Alors déjà, je trouve dommage que ça n'ait pas été une interview animée par Guillaume Play comme c'est généralement le cas. Je pense que Guylain aurait mérité une interview plus haut niveau que ce qui est proposé ici, plus en accord avec ce que propose la chaîne d'habitude. Alors je vais être direct, le but n'est pas d'attaquer la personne de Guylain. Guylain est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. Même s'il diverge de ce que je dis sur cette affaire, je ne peux pas le lui reprocher, car j'ai passé du temps à l'aider au cours de ces dernières années, et il a subi clairement l'influence de tellement de personnes que je comprends que c'était parfois difficile pour lui de savoir à qui se fier. J'avais notamment passé plus de 4 heures à sa demande, je crois que c'était en 2017, avec ses avocats, pour les aiguiller, les aider à comprendre certains aspects techniques et aéronautiques de l'affaire. Je l'ai rencontré personnellement à 2 reprises pour aborder plusieurs points de l'enquête et essayer de le conseiller. Je l'ai aussi croisé pour la dernière fois en 2020, quand nous avions participé ensemble à une émission radio sur RTL. Mais en 2021, Guylain a préféré suivre les élucubrations de Florence de Changy et n'a pas bien pris mes critiques à l'encontre de cette journaliste. Critiques qui sont toutefois parfaitement fondées. Alors je ne lui reproche pas ça, il a fait son choix. Voilà. Donc autant prévenir que les commentaires désagréables à son encontre que je pourrais avoir sur cette vidéo de la part de certaines personnes, je les supprimerai. Je ne veux pas d'un lynchage contre lui sur ma chaîne, que les choses soient bien claires. Que l'on soit d'accord ou pas, il mérite le respect. Mais il est aussi de mon droit et de mon devoir de dénoncer et de corriger certains de ses propos pour que le public sache d'où et de qui ça vient et pourquoi il dit cela aujourd'hui. Alors, certains diront que ça serait lui manquer de respect de le critiquer. Absolument pas. Il a le droit à ce qu'on lui oppose un contradictoire. Surtout quand ça vient d'une personne qui connaît aussi très bien l'affaire comme moi et qui a donc toute légitimité pour recaler les faits. Qu'il ne souhaite pas voir la vérité en face, c'est son choix. Mais le public a le droit de savoir ce qui est faux dans ce qu'il peut dire. Par conséquent, vous comprendrez qu'en critiquant certains de ses propos, mon but n'est pas de l'attaquer directement, lui, mais plutôt de dénoncer certaines personnes qui l'ont influencé dans la mauvaise direction. Je n'ai aucun scrupule à désigner Florence de Changy, car c'est une évidence, vous allez le voir ici, mais il y a d'autres personnes qui l'influencent et pas dans le bon sens. Notamment, je prendrai le cas d'un de ses cousins, je ne dirai pas son nom, qui répond souvent à mes posts sur Facebook. Et la vision de cette personne, elle est particulièrement complotiste. Je ne considère pas que Guylain Watrelot est complotiste. Ce que je dis, c'est qu'il est influencé par des personnes pour qui il y a un complot partout dans cette affaire. Pourtant, j'ai essayé de trouver des éléments en ce sens quand j'ai travaillé dessus, et je n'ai rien trouvé de probant. Quoi que certains puissent en dire. Le but de cette vidéo, c'est aussi de corriger les dires de Guylain pour mettre en face des faits, afin que le public ait une vision plus correcte de l'affaire. Car au travers de ce qu'il dit, comme vous vous en apercevrez, cela déforme la réalité et beaucoup de personnes sont convaincues que ce qu'il affirme est la vérité parce que c'est lui qui l'a dit. Je suis un des rares, pour ne pas dire le seul, à dénoncer publiquement et régulièrement certains des propos qu'il peut tenir avec Florence de Changy. Non pas parce que je ne suis pas en accord avec ce qui est dit, mais parce que bien souvent, et je pourrais dire même à chaque fois, pratiquement, les faits prouvent le contraire. De plus, je constate que bon nombre de commentaires dans la vidéo montrent à quel point les gens ont une vision complètement biaisée de cette affaire. Une vision largement façonnée par Netflix et aussi Florence de Changy, visiblement, et ça, je peux le déplorer, malheureusement. Alors, on va rétablir ici certaines vérités. Pour certains, je vais me répéter car ce n'est pas la première fois que je vais faire remarquer ce qu'il dit.
Mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas connaissance de mes travaux, ni de ceux tout aussi sérieux de Patrick Blély et Jean-Luc Marchand. J'ai consacré près de 100 vidéos sur cette affaire sur ma chaîne YouTube et publié 2 ouvrages sur le sujet en ma qualité de contrôleur aérien. Je pense donc être en droit de faire une critique de ce genre de vidéos. Donc on va passer en revue plusieurs de ces affirmations controversées, voire même inexactes. On va revenir un peu sur les théories pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Au début, il y a la théorie du pilote qui émerge. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors les théories, effectivement, toujours dans les accidents d'avion, on incrimine les pilotes. Hein, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc là, rapidement, on a essayé, enfin la Malaisie a essayé d'incriminer le pilote en disant que le pilote a fait tomber l'avion à des milliers de kilomètres de l'où il était parti. Il s'est suicidé et il a tué tout le monde. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec Guillain, parce que non, ça n'est pas parce que c'est le plus facile de mettre ça sur le dos du pilote, mais parce que l'on a des preuves que certaines actions ont été réalisées dans le cockpit et que ça nécessite des connaissances très poussées de comment utiliser un Boeing 777. La Malaisie qui a essayé d'incriminer le pilote, c'est faux. La Malaisie s'est toujours refusée à désigner le pilote officiellement. Si vous regardez toutes les conférences de presse, pour ça, il faut quand même les passer en revue. Et c'est ce que j'ai fait. Vous les trouverez toutes d'ailleurs sur ma playlist dédiée, puisque j'ai dédié une playlist à toutes ces conférences de presse pour prouver également ce que je dis. Mais il faut savoir que c'est surtout Florence de Changy qui dit cela. Guillain ne fait que reprendre et répéter ce que Florence de Changy dit, alors que c'est totalement faux. Vous vous rendrez compte que beaucoup de choses qu'il dit dans cette interview viennent justement de Florence de Changy. Et je peux vous assurer que cette journaliste, bien qu'elle ait bénéficié d'une large médiatisation, notamment via Netflix, est très loin de faire l'unanimité au sein des professionnels de l'aérien. Il faut savoir quand même que tous les gens qui ont enquêté sur le pilote disent c'est pas possible. Toutes les personnes qui ont enquêté sur le pilote disent que ça n'est pas possible. Vraiment. J'ai enquêté aussi sur le pilote et je suis beaucoup plus dubitatif là-dessus. Mais pour être franc, la personne qui a enquêté le plus sur le pilote et sa vie privée, c'est Patrick Blély. Personne n'a plus creusé que lui sur le pilote. Ça, je peux vous l'assurer. Donc je vous recommande d'aller lire son livre et vous serez assez surpris de voir tout ce que Guillain balaie d'un revers de la main. Et je peux vous assurer que Patrick Blély n'a même pas tout révélé encore là-dessus. Sur le commandant de bord, il y a beaucoup d'éléments encore qui posent question sur lui. Donc voir Guillain qui balaie d'un revers de main tous les éléments que l'on a potentiellement sur le commandant de bord, moi ça me choque. Ça veut dire qu'il refuse de voir la vérité en face. Globalement, et puis pourquoi il serait allé se suicider 8 heures plus tard, alors qu'on a vu que dans les cas de suicide, en général, ça se passe assez rapidement. Donc la théorie du pilote. Alors considérer qu'un suicide, ça se passe rapidement, comme le cas du Germanwings, mais il ne faut pas en faire une généralité pour autant. La psychologie humaine est loin d'être facile à prévoir. L'être humain peut se montrer très inventif en matière de suicide, alors pourquoi ne pas envisager qu'il évolue se suicider sans que l'on retrouve l'avion? On ne peut pas l'exclure, faut être clair. Donc la théorie du pilote, oui, on a essayé de le faire, mais même la Malaisie, qui était plus ou moins en charge, je dis plus ou moins en charge de l'enquête, n'a pas réussi à le prouver et n'a pas dit c'est le pilote. Donc. Alors je ferai remarquer ici que Guillain se contredit sur ce qu'il a dit juste avant, où il a dit que la Malaisie a tout fait pour mettre sur le dos du pilote. La Malaisie n'a pas dit c'est le pilote. Ce qu'il faut comprendre dans ce qu'il dit ici, c'est que pour lui, la Malaisie aurait planté des indices pointant vers le pilote, mais sans jamais l'accuser en fait. Faut lire un peu entre les lignes parfois dans ce qu'il dit. On ne sait rien au départ. On dit l'avion a disparu au bout d'1 heure. Et au bout d'1 semaine, on nous dit, après avoir cherché là où l'avion a disparu, donc c'était en mer de Chine, donc c'est-à-dire que c'était entre la Malaisie et le Vietnam, on l'a cherché là, au bout d'1 heure, il était là.
Donc on a cherché, on a mis des avions, des bateaux, on a cherché des débris dans cet endroit-là. Il faut savoir qu'une semaine plus tard, on nous dit, au fait, les militaires malaisiens ont vu l'avion traverser la Malaisie, donc faire des milliers de kilomètres dans l'autre sens, et aller de l'autre côté. Donc ils disent, pendant la nuit, les militaires malaisiens l'ont vu. Et on nous dit une semaine pour nous dire ça, alors qu'on a cherché ici pendant une semaine. Donc au bout d'une semaine, il est clair qu'on comprend qu'il y a un vrai problème et qu'on nous cache la vérité. Donc au bout d'une semaine, on se dit, c'est une sale histoire, on va nous cacher la vérité, il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi. Les familles, il va falloir qu'on se prenne en main. Visiblement, on ne veut pas nous dire la vérité. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on a essayé de fabriquer une histoire. Donc l'histoire a commencé une semaine plus tard, où on nous dit que l'avion a traversé la Malaisie. Pourquoi on met une semaine pour nous dire ça? Bah moi, le plus bizarre, c'est dès le départ. Ça commence tout de suite. C'est qu'on nous dit, on met une semaine à nous dire, l'avion, il a traversé la Malaisie, les militaires malaisiens l'ont vu, à des milliers de kilomètres de là où il a disparu et là où on l'a cherché. Donc c'est ça, dès le départ, c'est très bizarre. Pour moi, c'est déjà une preuve qu'on manipule la vérité dès le départ. Alors ici, je vous ai mis plusieurs extraits, puisque au cours de l'interview, il va nous répéter plein de fois que les Malaisiens ont attendu une semaine pour nous parler de ce demi-tour, de ces données radars. En fait, il nous fait ça pour marteler le public et pour prouver que ce qu'il dit, en fait, ce point-là, il est vrai. Que les Malaisiens ont annoncé au bout d'une semaine que les radars militaires ont vu traverser l'avion au-dessus de la Malaisie. Mais c'est faux, faux et faux. Je vais être direct. Ça n'est pas parce que Guillain dit cela que c'est vrai. Sauf qu'il l'a tellement dit et redit, avec en plus Florence de Changy, qui ne cesse de le répéter à foison, que pour le public, en France principalement, c'est devenu une vérité. Alors je vais peut-être passer pour le méchant ici, mais ce qu'il vous dit ici est totalement faux, et ça je peux l'affirmer, non pas à 90%, je vous l'affirme à 200%. Pourtant je lui ai fait remarquer, mais il n'a jamais voulu le reconnaître. Et j'ai fait justement j'ai repris les premières conférences de presse des Malaisiens, je les ai en partie traduites, je les ai expliquées, parce que justement dans les premiers jours de la disparition, il y a ce débat qui ne cesse de venir, parce qu'on a Guillain et Florence de Changy qui n'arrêtent pas de nous remettre ça sur le tapis, alors que c'est totalement faux. Quand vous regardez les 5 premiers jours, ils vous en parlent tous les jours. Je dis bien tous les jours. Et là, je considère que on a la preuve que ce que dit Guillain ici est faux. Quand vous regardez toutes les conférences lors des premiers jours, est-ce que vous savez à partir de quand les autorités malaisiennes parlent de ce demi-tour? Dès le 9 mars, c'est-à-dire dès le 2e jour. Oui, vous pouvez aller vérifier. Je ne l'invente pas. Et même, on a cette information plus tôt, puisque la veille, le samedi 8 mars, en fin de journée, soit moins de 24 heures après la disparition, on a le cabinet du Premier ministre qui publie un communiqué de presse évoquant un possible demi-tour. Et c'est clairement dit dans la conférence de presse du 9 mars. On vous parle de ce communiqué de presse qui est paru la veille. Et si ça ne suffit pas à vous convaincre, vous avez ici une image de la conférence du 10 mars que vous retrouverez également en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on y voit quoi? On voit les zones à l'est et à l'ouest de la Malaisie. Tous les jours, les autorités parlent des moyens aériens et navals envoyés des deux côtés de la Malaisie. Tous les jours, ils parlent de ce demi-tour. Alors pourquoi Guillain et Florence de Changy parlent de une semaine? En fait, ils parlent de 5 jours, qui sont ici arrondis à une semaine, parce qu'ils disent souvent 5 jours, une semaine. Ça varie un peu suivant les interviews qu'ils ont. Pourquoi? Parce que Florence de Changy est arrivée en Malaisie au 5e jour, à un moment où la piste terroriste que Guillain va évoquer juste après se dégonfle. Alors rapidement aussi, on nous parle de deux Iraniens qui sont dans cet avion,
et qui ont volé des passeports en Asie et qui sont dans cet avion. Donc rapidement, on dit, bah voilà, il y a des terroristes dans l'avion. Bon, après l'enquête, et là tout le monde est assez d'accord là-dessus, l'enquête est rapidement menée, et tout le monde a dit, oui, c'est ces gens-là, en fait, c'est des gens qui essayaient d'immigrer en Allemagne, en fait. Ils avaient volé de faux passeports pour rentrer en Europe, quoi. Et voilà, mais c'était pas des terroristes. Donc il y a eu cette thèse-là, un moment, qui a rapidement été coupée, celle-là. C'est après que cette piste terroriste des 2 Iraniens ait été écartée, suite à une conférence de presse d'Interpol qui a identifié les 2 personnes, parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que pour l'un d'entre eux, c'est la mère de cet Iranien qui vivait en Allemagne, qui a contacté la police pour dire « mon fils, il était à bord de cet avion ». C'est comme ça qu'il a pu être identifié. Eh bien, c'est à la suite de ça que les journalistes, du moins certains journalistes, découvrent que l'on cherche aussi à l'ouest de la Malaisie. Alors que Guillain fasse cette erreur, vu ce qu'il traversait dans les premiers jours, je peux le comprendre et je peux l'excuser. Mais que Florence de Changy, qui en tant que journaliste est censée vérifier les informations avant de s'exprimer là-dessus, là je suis beaucoup moins conciliant. Si vous voulez vous faire votre propre idée de ce que les Malaisiens ont vraiment dit, je le répète, j'ai publié toutes les conférences de presse des premiers jours. Donc allez-y, vous vous rendrez compte que ça n'est pas moi qui déforme les faits. Et il y a un chargement qui est très mystérieux. Il y a un chargement où on nous dit que c'est des fruits qui s'appellent des mangoustines, qui sont des fruits de saison, et on nous dit qu'il y a 2 tonnes de mangoustines. Or, il s'avère que ce n'est pas la saison des mangoustines. Donc c'est clairement pas ça. Bon, il s'avère qu'on a mené l'enquête et qu'on a regardé sur les avions précédents et même les avions suivants. Il y a toujours, c'est un peu bizarre. Enfin, il s'avère que la Malaisie, visiblement, au milieu de trafic de ce genre-là, et on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans les avions. Donc c'est pas forcément... Ah, les mangoustans. Sujet phare du livre de Florence de Changy, son premier livre. Sauf que le négociant en mangoustan, qui était un importateur, qui a envoyé ce chargement qui était à bord du MH370, eh bien ce négociant, il a été retrouvé. C'est facile, puisqu'on a le nom, l'adresse de la société dans les bordereaux que la Malaisie a d'ailleurs publié en public. Donc, on sait le retrouver. Il y a même des journalistes qui sont allés le voir. Donc, on a les bordereaux de transport en annexe du rapport final malaisien. On les avait même avant, hein, avec toutes les infos. Dire que ça n'était pas la saison pour ces fruits est là encore une erreur de Florence de Changy qui est répétée par Guylain Watrelot. Ça faisait longtemps que les mangoustans n'étaient pas revenus sur le devant de la scène. La provenance a été démontrée. Une partie de ces mangoustans venait de Malaisie, mais pas de cette région-là, parce que Florence de Changy dit que l'autorité agriculture malaisienne disait qu'il n'y avait pas de mangoustans à cette période-là dans le département où était situé ce négociant, ce qui est vrai visiblement, mais en fait les mangoustans ne venaient pas de ce département. Ils venaient d'une partie de la Malaisie et ils venaient également aussi de l'Indonésie. Prenons l'exemple des fraises, dont la saison est en France, hein, on considère que la saison des fraises est de avril à juin. On en trouve quand même en France en septembre, hein, en moindre quantité, mais on en importe aussi d'Espagne. Eh bien, c'est pareil pour les mangoustans. Ce que dit Guylain est partiellement exact quand il évoque le chargement de mangoustans sur les mois précédents et suivants, parce qu'en effet, on a un listing complet qui a été publié par la compagnie aérienne pour la période entre janvier et avril. Et donc on voit qu'il y a eu plusieurs chargements de mangoustans, pas forcément tous les jours, mais il y en a eu assez régulièrement. Mais ça ne suffit pas à convaincre Guylain et Florence de Changy. Donc là encore, les mangoustans, c'est un faux problème. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo complète sur le fret pour débunker toutes ces polémiques. Donc je vous encourage à aller regarder l'épisode numéro 7 de ma série documentaire « La défaillance technique est-elle crédible ?» Vous aurez tous les éléments pour pouvoir juger. Mais il y a aussi un chargement d'équipements électroniques qui n'a pas été... Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas passé aux douanes. Il a été mis directement dans l'avion sans passer par les douanes.
Alors, le chargement d'équipements électroniques qui n'est pas passé par les douanes. Alors, on parle ici d'un chargement de Motorola. Sauf que ce que dit Guillain, c'est faux. Guillain commet ici une erreur. Je pense qu'il a voulu dire que ce chargement n'était pas passé au scanner, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que c'est ce que ne cesse de répéter Florence de Changy. Elle reproche que ce chargement Motorola n'a pas été scanné à l'aéroport avant d'être mis dans l'avion. Et que c'est anormal. Ben non, c'est pas anormal, c'est tout à fait normal. Quand vous regardez ce qui est dans le premier rapport officiel, il est bien dit qu'il a été inspecté physiquement et inspecté par la douane avant de partir pour l'avion. Donc vous voyez qu'il a été inspecté par la douane, donc ce que dit Guillain, ça n'est pas vrai. Et c'est une procédure normale qui a été respectée. Il n'est pas anormal qu'un chargement qui arrive à l'aéroport ne passe pas au scanner. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà été inspecté physiquement par des personnes physiques et ensuite qu'il a été scellé. Et quand il arrive à l'aéroport, vous avez des scellés, on vérifie seulement les scellés. Si les scellés sont en place, il n'y a pas besoin de vérifier ce chargement parce qu'il n'y a pas eu de risque de compromission, on n'a pas ouvert ce chargement pour mettre éventuellement quelque chose d'autre à l'intérieur. On vérifie juste les scellés. Si les scellés sont en place, on n'inspecte pas plus et on ne passe pas au scanner. Ça aussi, je l'ai expliqué dans la vidéo concernant le fret. J'ai passé tout en détail. Donc vous pouvez vous référer à cette vidéo, vous aurez tous les éléments. Mais on continue à raconter ces bêtises. Merci Florence de Changy d'avoir fait un travail d'enquête aussi sérieux. Je suis ironique en disant ça, bien sûr. Alors il y a eu plein de théories d'accident, oui, plein de théories d'accident en disant l'avion est tombé parce que, voilà, il y a eu un problème technique, il est tombé. Il s'avère que quand on regarde comment ça s'est passé, on se dit ça peut pas se passer comme ça. Dans un avion, oui, il peut y avoir, on nous a dit qu'il y a eu le feu dans l'avion, dans la soute, notamment ce chargement électronique qui a pris feu. Mais quand bien même il y a ça, il y a toujours des alertes qui démarrent, il y a toujours quelque chose, il y a toujours le pilote qui lance une alerte, il y a toujours quelque chose. Et là, il y a absolument rien eu. Ce qu'il y a eu, c'est que tout d'un coup, toutes les communications de l'avion se sont coupées. C'est tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait. Et il n'y a pas eu d'autres communications. Alors non, Guillain, ça n'est pas tout ce qu'on sait. Car quand on investigue les communications coupées, on arrive à une conclusion qui est évidente. C'est que ça ne peut être qu'un acte volontaire, depuis le cockpit. Et c'est justement pour expliquer tout ça que j'ai publié cette série documentaire technique, avec à l'appui les schémas électriques et électroniques provenant des vrais manuels du Boeing 777. Car cela demande de la pédagogie pour comprendre pourquoi je considère que ça ne peut être qu'un acte volontaire depuis le cockpit et pas autre chose. Je vous encourage donc à aller voir la série documentaire en 8 épisodes et à prendre le temps d'essayer de comprendre, même si c'est technique, car c'est capital et la démonstration, vous le verrez, elle est imparable. Comment expliquer l'absence de contact radio, la perte du transpondeur qui fait disparaître l'avion des radars, l'absence de compte-rendu de position à CARS qui aurait dû être envoyé par l'avion toutes les 30 minutes, la perte du système de communication par satellite SATCOM. Tout est expliqué en détail dans ma série. Donc, on sait beaucoup de choses quand on sait creuser ces aspects techniques. Encore faut-il accepter de voir la vérité en face. Ensuite, on va nous dire qu'effectivement, on a vu des débris. Il faut savoir que les premiers débris qu'on a vus, c'est les Chinois, c'est un satellite chinois qui dit les avoir vus en mer de Chine. En mer de Chine, pas du tout dans l'océan Indien où on nous indique qu'on a trouvé les débris ensuite. En mer de Chine, il faut savoir que des débris de plus de 20 mètres de long qu'on montre, qui flottent parfaitement, et on va sur place, on ne les retrouve pas, les débris de 20 mètres de long. Donc ça, c'est extrêmement mystérieux aussi. C'est les premières fois qu'on nous parle de débris. Alors ces fameux débris qui ont longtemps permis à Florence de Changy de clamer que l'avion avait bien été abattu en mer de Chine. Eh bien, regardez ce qu'elle dit aujourd'hui sur ce point, c'est très intéressant. L'acte final que je n'ai pas parfaitement identifié, on me prête souvent l'hypothèse du fait qu'il ait été visé par un tir de missile. Le problème avec ça, c'est premièrement que le champ de débris que ça aurait créé, on ne l'a pas retrouvé. À l'époque, dans mon enquête, il y a 3 ans, je citais plusieurs personnes qui croyaient avoir repéré des débris dans la mer qui correspondaient à ça. En fait, ces débris,
je les ai fait vérifier, si on peut dire, par des scientifiques beaucoup plus sérieux. Ça s'appelle ils sont PhD en geoinformatics et ils ont regardé ces images et ils m'ont dit non, ce ne sont pas des débris du MH370 dans la mer. Donc il n'y a pas d'éléments qui permettent non plus de dire que l'avion a été tiré par un missile dans cette zone-là. Alors là, on a un témoignage qui est quand même magnifique de revirement, qui montre qu'elle raconte n'importe quoi, mais elle se cache en plus derrière le fait qu'on lui prête cette théorie, comme pour dire qu'elle n'a jamais dit cela. Alors, je suis le premier à l'avoir critiqué là-dessus. Quand elle va sur une série comme Netflix et qu'elle dit cela, c'est qu'elle assume sa théorie. Peut-être pour vendre plus de livres. Croyez-moi, elle en a vendu, hein, et elle s'en est fait de l'argent sur cette affaire. Mais revenons à ces débris, qu'elle a aujourd'hui mis de côté. J'ai toujours dit qu'il y avait une énorme incohérence sur ces fameux débris. Pourquoi ? Parce qu'un débris d'avion de 20 mètres de long qui flotte après un crash, c'est hautement peu crédible. Voilà. Mais ce que je trouve assez fantastique dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle revient complètement sur ce qu'elle nous raconte depuis 4 ans, depuis la parution de son livre. Après, beaucoup plus tard, effectivement, il faut savoir que les débris officiels dont parle l'enquête, ce sont des débris qu'on retrouve plus d'1 an plus tard sur des plages du côté de Madagascar et du côté de l'Afrique. Donc c'est quand même relativement loin. Et ça, c'est plus d'1 an plus tard. Hein. Donc ces débris-là, on va nous dire à un moment donné... alors le premier est à l'île de la Réunion, d'ailleurs en France, ce qui a permis aux Français d'avoir un petit bout de cette enquête. On va nous dire assez rapidement ces débris appartiennent à l'avion. Enfin, fort probablement à l'avion. Oui, c'est pas prouvé. Pas de preuves formelles. Et nous, on a demandé bien évidemment les preuves. Les preuves ne sont pas irréfutables. Oui, c'est des débris de Boeing. Oui, ça peut être des débris de 777. C'est pas forcément des débris de cet avion. Pour nous, la preuve est absolument pas irréfutable. À entendre Guillain, le flaperon n'est pas une preuve irréfutable. Là encore, Guillain est sur la même ligne que Florence de Changy, à savoir remettre en doute systématiquement l'authentification du flaperon qui a pourtant été authentifié par un numéro de série par la justice française, mais Guillain met en doute ce numéro parce qu'il est noté à la main sur un bordereau de commande de Boeing récupéré par la justice française chez son fabricant, Airbus Casa, en Espagne. Sauf que ce numéro est écrit informatiquement sur un autre bordereau, mais même mieux. Vous avez Nicolas Riel, un Français, qui a identifié un deuxième numéro et qui l'a mis en correspondance avec les bordereaux. Il a publié une vidéo très détaillée dessus. C'est factuel et il n'y a aucun doute sur l'authentification de cette pièce. Mais Guillain et Florence de Changy refusent de voir la vérité en face. Pourtant, je peux vous assurer que ces éléments ont été portés à leur connaissance. Malgré cela, ils continuent tous les deux à remettre en cause les preuves concernant ce flaperon. Le 28e jour, donc il faut savoir qu'ils émettent pendant 30 jours, comme par hasard, le 28e jour, on nous dit les 2 bateaux ont entendu les pings. Donc ça y est, on a retrouvé le MH370. Malheureusement, le bateau chinois nous dit très rapidement, le lendemain, nous dit « Oh, je suis désolé, j'ai pas enregistré les pings, je peux pas vous dire si ça vient du bateau. » Donc il cherche quand même des bruits, mais il les enregistre pas. Comment ça, il n'enregistre pas? C'est un oubli? Il dit « J'ai pas enregistré. » Non, mais c'est pour vous dire à quel point on nous prend pour des imbéciles, quoi. Ce qui est vrai, c'est que les 2 navires en question ont capté chacun un signal, mais très éloigné. Donc, ça prouvait, du fait de l'éloignement, que ça ne pouvait pas être la même source. Mais il y a une explication à ce dont nous parle Guillain ici. Le navire chinois, le Donghaiju 101, que vous avez en image ici, pour tenter de détecter des balises, il devait mettre à l'eau une petite embarcation, l'éloigner du navire, pour que la personne avec le micro soit suffisamment loin du navire et éviter les perturbations du navire. Et il utilisait en fait un micro à main qu'on plongeait tout simplement dans l'eau avec des écouteurs basiques qu'on mettait aux oreilles. Donc voilà, vous ne rêvez pas, oui, c'était une façon dont les Chinois essayaient de retrouver les balises, oui.
Alors quand j'avais découvert cela à l'époque, j'avais été particulièrement surpris aussi. Donc ce que dit Guillain ici, avec un matériel de ce genre-là, ça ne me surprend pas. C'est normal qu'il n'ait pas été enregistré. Et le pire, moi je trouve que le pire c'est le bateau australien. On nous dit au bout d'un mois, oh, by the way, le bruit qu'on a entendu, c'est un bruit qui venait de notre propre bateau. C'était pas la bonne fréquence. Mais on met un mois à nous dire ça. Donc, alors, je pense qu'il faut déjà expliquer la difficulté à détecter de tels signaux. La portée de ces balises qu'on appelle des ULB, Underwater Locator Beacon, qui sont accrochées à chacun des enregistreurs de vol. Donc il y en a 2 dans l'avion. Déjà, on sait que l'une d'entre elles, la batterie n'avait pas été chargée à la date prévue. Donc on n'est même pas certain qu'elle ait pu durer 30 jours comme elle aurait dû. Bref, on cherchait à des endroits où il y avait environ 3000 à 4000 mètres de profondeur, avec des capteurs qui étaient à la surface. Donc déjà, les chances de les détecter étaient très minces, mais il fallait essayer parce qu'on n'avait pas d'autres moyens sur place. Il faut repérer un signal sur une fréquence bien précise, qui est de 37,5 kHz, qui est émise toutes les secondes pendant une durée de 30 jours, si tant est que la batterie est suffisamment pleine. Donc on cherche un signal qui fait une espèce de bip, bip, bip toutes les secondes. Alors pourquoi ils ont mis du temps à se rendre compte que ça ne pouvait pas être le bon signal ? Eh bien parce que la fréquence du signal capté était très proche des 37,5 kHz et qu'il y avait justement un intervalle d'une seconde. Et ils ont dû investiguer la possibilité qu'une balise défectueuse pouvait envoyer un signal avec une légère différence de fréquence. Comprenez par là que le crash pouvait potentiellement avoir altéré l'état de l'ULB qui pouvait à ce moment-là émettre une fréquence légèrement différente. Voilà pourquoi cela a mis du temps pour que les autorités puissent reconnaître que non, finalement, le signal détecté par le navire n'était pas le bon. Donc il y a une explication que Guillain refuse encore une fois de voir. Donc là, mener l'enquête pour moi, je suis devenu petit à petit un expert aéronautique. Alors Guillain, expert aéronautique, non. Il faut reconnaître qu'il s'est intéressé pour tenter de comprendre. Il faut lui reconnaître cette volonté de comprendre et j'ai passé d'ailleurs pas mal de temps à lui expliquer certains aspects techniques, à lui synthétiser des rapports, des études, pour en extraire les informations qui pouvaient lui apporter des éléments de réponse ou des pistes à creuser. Le problème est que quand vous refusez de croire un pilote de ligne ou un contrôleur aérien et que vous préférez croire une journaliste qui n'a aucune connaissance aéronautique, eh bien vous vous faites influencer dans le mauvais sens. Et je pense que l'on puisse dire que Guillain Watrelot est un expert aéronautique, comme il le dit, je ne suis pas du tout d'accord, surtout vu les éléments techniques fiables que l'on a et qu'il refuse de prendre en considération. Moi-même, je ne me considère pas expert aéronautique. Je n'aime d'ailleurs pas trop quand on me présente comme un expert quand on parle du MH370. La connotation d'expert ne me plaît pas, parce que cela sous-entend que l'on sait tout. Or, il faut être modeste et reconnaître que l'aéronautique est un milieu qui est tellement vaste que considérer que l'on connaît tout serait présomptueux. Je me considère donc davantage comme un connaisseur du dossier ayant une compétence aéronautique, mais pas un expert. On me traite de complotiste, moi, déjà. Donc, je ne sais pas qui est complotiste. Parce que pour moi, dans cette histoire, il est clair que des États se sont mis d'accord, ou en tout cas, des États sont impliqués dans la disparition de cet avion. Donc, est-ce que c'est un complot de dire ça? Est-ce que c'est complotiste? Peut-être. Mais il y a un complot entre plusieurs États. C'est évident. Alors que le MH370 soit un complot de plusieurs États et que c'est évident, non. Clairement non. Alors oui, la Malaisie en sait plus que ce qu'elle nous dit parce que tout mène au pilote et ça, personnellement, je pense que ça les embarrasse. Mais les Américains, je n'ai jamais rien trouvé pouvant montrer qu'ils aient quoi que ce soit à voir avec cette disparition. Donc ça, c'est faux. Ça, je ne peux pas du tout être d'accord. On prête souvent, et Guillain surtout, prête souvent à cette affaire une dimension qu'elle n'a pas,
alors que pour moi, il s'agit d'un acte isolé, d'une personne isolée, dont le gouvernement, qui est l'actionnaire majoritaire de la compagnie impliquée, ne veut pas que sa responsabilité lui soit imputée. Donc on est plutôt, oui, sur un complot qui est très localisé au niveau de la Malaisie, mais de là à relier plein d'autres États, non. J'ai jamais trouvé quoi que ce soit dans ce sens. Pourtant, certains voient ce qu'ils ont envie de voir. Donc, et après, il y a les gens qui sont experts aéronautiques et qui vous disent je peux t'aider, ou qui sont des gens du monde de renseignement, ou etc. Qui disent, là, vous apercevez rapidement qu'il y en a un qui va dire noir, l'autre qui va dire blanc. Et ils ont l'air tous les deux très peu honnêtes. Il y en a un des deux qui me dit des conneries. Donc il y a un des deux qui est pas là pour me renseigner, quoi. Et vous savez pas lequel c'est, en fait. Je me mets à la place de Guilain et je peux comprendre. Le fait est que, depuis que j'ai commencé à critiquer le dernier livre de Florence de Changy, Guilain a considéré que c'était une façon de discréditer la journaliste parce que je pouvais faire partie de ce complot pour cacher la soi-disant vérité. Donc il a rompu tout contact avec moi. J'ai même tenté de contacter sa nouvelle avocate à plusieurs reprises pour lui proposer mon aide et pour démêler le vrai du faux dans cette affaire. Elle ne m'a jamais recontacté. J'ai jamais eu de réponse. Alors, je n'en veux pas à Guilain pour ça. Il a préféré le discours de Florence de Changy, qui l'a davantage convaincu. Mais je voudrais lui dire que je n'ai jamais cessé d'être franc et honnête avec lui. C'est moi qui étais le premier à lui parler d'incohérences dans les données radars. Mais j'ai toujours été très prudent sur ce que l'on pouvait en tirer. Car je faisais très attention aux interprétations que l'on pouvait faire de certains éléments. Et comme je lui disais, je refusais d'aller plus loin, car cela aurait été malhonnête de ma part. J'ai toujours considéré que la meilleure façon de l'aider était d'être le plus honnête et transparent possible avec lui. Et aller au-delà de ce que les données pouvaient permettre de dire, pouvait l'induire en erreur, et cela aurait été un manque de respect de ma part. Je me souviens encore de la dernière question qu'il m'avait posée à notre sortie de RTL après une émission radio. Sa question c'était « Vous croyez toujours aux données Inmarsat ?» Ma réponse avait été à l'image de la façon avec laquelle j'ai toujours abordé cette affaire. Je lui avais dit « En l'absence d'éléments concrets, laissant penser qu'elles ont pu être trafiquées, je suis bien obligé de les prendre en considération. Et je n'ai jamais trouvé le moindre élément permettant de les mettre en doute. Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai creusé dans cette direction aussi. Malheureusement, force est de reconnaître qu'il ne s'est pas entouré aujourd'hui de personnes suffisamment fiables, mais plutôt de personnes le confortant dans ses a priori. Je le regrette, mais je respecte son choix et je resterai toujours disponible pour l'aider dans la compréhension de cette affaire, si jamais un jour il me recontacte. Et l'espoir, moi aujourd'hui, mon espoir, c'est de savoir ce qui s'est passé. Donc c'est ça aujourd'hui, garder l'espoir. J'ai tourné la page en ce qui concerne de revoir ma femme et mes enfants, mais aujourd'hui, j'ai toujours l'espoir de savoir ce qui s'est passé, même si je pense que je sais à peu près ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on le dise et que ça se sache, parce que je pense que tout le monde a intérêt à... Nous aussi, on a tout intérêt à ce que ça se sache, Guilain. Et que la Malaisie parle pour éclaircir certains points, notamment pourquoi il y a un trou de 6 ans dans l'aptitude médicale du commandant de bord. On aimerait avoir des réponses. Donc, nous aussi, on espère que tout se sache un jour. Mais pour cela, faudrait déjà qu'on retrouve l'avion et les boîtes noires. Ça nous aiderait. Un 777 Malaysia Airlines abattu sur l'Ukraine, et on sait que ce sont les Russes qui l'ont abattu. Pourquoi très bizarre? Pourquoi très bizarre? Parce que c'est la même compagnie, même avion. C'est quand même, la probabilité est quand même très faible. Et on sait, et là on sait que c'est les Russes, on sait que c'est un missile russe. Bon, moi j'ai ma théorie là-dessus. Moi, ma théorie, c'est que ce sont les Américains qui ont abattu. L'avion était ma famille, et qu'il faut savoir que c'est en 2014, et que cet avion est abattu sur l'Ukraine 2 mois plus tard, en 2014, d'accord? Et on sait que c'est Poutine qui l'a abattu. Pour moi, c'est très clair, c'est la réponse de Poutine à Obama qui dit « moi, je peux le faire ». Il faut savoir qu'au Poutine, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Crimée, il va envahir la Crimée. Donc c'est le début de toute cette histoire. Guilain reprend ici ce que Florence de Changy a justement sorti dans son 2e livre. Inutile de dire que quand j'avais lu ça dans son livre, j'avais bondi au plafond, tellement c'était absurde.
Mais ça a convaincu Guylain Watrelot et beaucoup d'autres gens. Bref, je trouve cela consternant de la part d'une journaliste. Faut dire que certains considèrent même que le MH17 était le MH370 pour pouvoir faire disparaître l'avion. C'est dire jusqu'où vont les théories complotistes de ceux qui voient un lien entre les deux avions. Alors que ça n'était pas du tout la même immatriculation, et donc qu'on avait affaire à deux avions différents. Mais les théories complotistes ont la vie dure. Alors, selon moi, cet avion est abattu effectivement par les Américains parce qu'il y a quelqu'un et quelque chose dans l'avion qu'ils ont essayé d'intercepter avant, qui ne doit pas arriver à Pékin. Comme quoi? C'est justement ce qui est dans la soute et on ne sait pas ce que c'est. C'est du matériel militaire, informatique, c'est des secrets militaires qui sont dans l'avion. Encore une fois, Guylain reprend en tout point le narratif de Florence de Changy, en pointant encore la cargaison, sauf que j'ai déjà expliqué que les arguments de Florence de Changy sont complètement inexistants et reposent sur une interprétation incomplète et incorrecte de ce qui est écrit dans les rapports officiels. Et c'est déjà ce que j'avais dit et fait remarquer sur la série Netflix, où justement elle nous sort que c'est écrit dans le rapport avec une phrase, sauf qu'elle ne nous dit pas la phrase qui est juste avant, qui permet d'expliquer tout ça. Donc voilà, c'est toujours le même discours qui est repris, discours qui est complètement aberrant et qui ne correspond pas aux faits. L'avion disparaît le 8 mars. Le 9 mars, au matin, le FBI est à Kuala Lumpur, chez le pilote, et prend le simulateur de vol de pilote. Donc, il faudra m'expliquer pourquoi le FBI est à Kuala Lumpur le lendemain et prend le simulateur de vol de pilote. Que fait le FBI là-bas? Il y a des Américains dans le vol. Ouais, ok, mais c'est pas eux qui mènent l'enquête. Ils ont rien à faire là. Donc, déjà, le FBI est impliqué dès le départ. Il faut savoir que le FBI n'a jamais rien versé à l'enquête officielle. Donc, ils mènent l'enquête, mais on n'a rien. On n'a aucun rapport du FBI dans l'enquête officielle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font du simulateur? Pourquoi ils nous le donnent pas? Le FBI qui est, soi-disant, dès le lendemain, au domicile du commandant de bord et qui saisit le simulateur de vol. C'est absolument faux. Quand Guylain m'avait parlé de cela, j'avais mené mon enquête aussi. Et il s'avère que la police malaisienne est allée au domicile du commandant de bord, non pas le lendemain de la disparition, mais plusieurs jours après, et même plus d'une semaine après. On en est certain parce que les journalistes ont campé pendant des jours durant devant le domicile du commandant de bord. Et on a des images, justement, des policiers malaisiens qui ont été filmés à leur arrivée. Et vous savez quoi? Il n'y avait pas le FBI avec eux, mais uniquement des policiers malaisiens. Alors ce que dit Guylain ici est faux. Et je n'ai jamais réussi à trouver le moindre élément de ce qu'il avance. Et pourtant, il continue à le dire et redire. Il faut savoir qu'il a aussi dit dans d'autres émissions que le FBI était dans les locaux de la compagnie aérienne le lendemain aussi. Bref, le lendemain, l'impression que le FBI était partout, si on écoute Guylain. Ça encore, c'est faux. Le FBI n'était absolument pas dans les locaux de la Malaysian Airlines. Ça, c'est totalement faux. Il n'y a que la police malaisienne qui a pu aller aux locaux de la Malaysian Airlines. Le FBI n'a absolument pas du tout le droit d'y rentrer. Et je me doute bien que si ça avait été le cas, la compagnie n'aurait même pas fait rentrer le FBI. Voilà, c'est une affaire malaisienne. C'est à la police malaisienne de faire des mandats de perquisition pour pouvoir aller ensuite au sein de la compagnie aérienne. Le FBI ne rentre pas comme ça. Il ne faut pas s'imaginer, le FBI, on passe partout dans le monde où on va. Non, faut arrêter les délires. Le FBI, ce qu'il faut savoir, a été saisi par la police malaisienne afin de fournir une assistance technique pour la récupération des données des disques durs du simulateur de vol qui avait été retrouvé au domicile du commandant de bord. Ça, c'est vrai. On a d'ailleurs un extrait de cette étude du FBI qui a été inclus dans le rapport de police malaisien, rapport qui a partiellement fuité. Donc, on a des détails qui sont plus que troublants sur ce qui a été retrouvé dans ce simulateur de vol. Et là, je vous renvoie à nouveau vers le livre de Patrick Blely, car lui, il a creusé sérieusement cet aspect du simulateur. Donc là, vous êtes en plein, vous dites ça à quelqu'un des services secrets, vous dira « j'ai compris ». J'ai compris, on est en plein dans ce qu'on appelle les Five Eyes. Les
Five Eyes, c'est les 5 services secrets anglo-saxons. On est en plein dedans, et c'est eux qui mènent la danse. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit ici. C'est d'ailleurs un discours qu'il reprend de Florence de Changy. Encore. Mais je comprends que ça soit convaincant, et notamment pour le grand public aussi. Je veux dire, c'est l'Australie qui mène l'enquête. Alors, ce n'est pas eux qui devraient mener l'enquête rapidement. Ça devrait être la Malaisie. Officiellement, c'est la Malaisie qui doit mener l'enquête. Ce sont les règles. Mais rapidement, c'est l'Australie qui mène l'enquête. Ils n'ont rien à faire. C'est eux qui cherchent l'avion. C'est les Anglais qui disent où l'avion. Et c'est les Américains qui mènent, avec le FBI qui mènent l'enquête. Donc, on est en plein dedans, là. On est complètement cernés. Alors, oui, c'est l'Australie qui mène l'enquête. Mais pourquoi ? On va expliquer. Oui, c'est exact. Ça devrait être la Malaisie. C'est vrai. Du point de vue de l'annexe 13 de l'OACI, qui est le document qui régit les enquêtes sur les accidents aériens, c'est le pays, dans le cas du MH370, le pays d'immatriculation, puisqu'on est dans des eaux internationales, qui est censé mener l'enquête. Mais Guillain oublie de préciser une chose. La Malaisie a délégué la responsabilité des recherches à l'Australie dès le 17 mars, parce que cela se déroulait dans une zone qui dépend de l'Australie, ce qu'on appelle la Search Rescue Region, qui est la zone de recherche qui est sous la responsabilité de l'Australie. Et après l'événement du MH17 en Ukraine, la Malaisie s'est retrouvée complètement dépassée à devoir mener 2 grosses enquêtes, pas du tout sur son territoire, très éloigné, et a donné à ce moment-là plus de responsabilité à la TSB australienne. Là encore, ça a été fait de manière tout à fait légale au travers d'un protocole qui avait été signé entre la Malaisie et l'Australie. Ce protocole avait d'ailleurs été publié sur le site justement de la TSB. Ça fait partie des documents que l'on peut retrouver sur l'affaire. Et très tôt. Voilà. C'est des choses qui se produisent assez régulièrement, ce genre de délégation. Si on prend le cas du Boeing 737 MAX, qui avait eu lieu en Éthiopie, si je ne dis pas de bêtises, le pays où il y avait eu l'accident avait délégué certaines responsabilités au BEA français, au travers justement d'un protocole signé. Donc il n'y a rien de surprenant à ça, ça surprend Guillain, mais il n'y a rien de surprenant. Il faut savoir qu'il y a une base qui s'appelle Diego Garcia, qui est dans cet endroit-là. Diego Garcia, c'est la plus grosse base américaine en dehors des États-Unis, qui est au sud des Maldives, d'accord ? Sur cette base-là, ils voient tout ce qui se passe dans la région, d'accord ? De cette base-là, ils nous ont jamais rien dit. Diego Garcia, c'est un fantasme qui continue à perdurer, principalement dans les milieux complotistes. L'avion ne s'en est jamais suffisamment rapproché pour pouvoir être détecté par des radars de cette base. Ça, faut vraiment le savoir. Donc pas étonnant qu'ils n'aient jamais rien dit, les Américains, sur ce sujet. Je ferai remarquer également autre chose, c'est quelque chose que dit Guillain régulièrement, concernant une station d'écoute sous-marine qui dispose de capteurs à côté de l'île de Diego Garcia. Alors Guillain dit souvent que ces micros étaient, comme par hasard, déconnectés pendant quelques minutes à l'heure où on pense que l'avion s'est crashé dans l'océan Indien. Sauf que ça encore, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on a un rapport qui a été publié seulement quelques mois après la disparition de l'avion, je crois que c'était en juin 2014, par l'université de Los Alamos. Et on a justement les données qui proviennent d'un de ces hydrophones. Il faut savoir que cette nuit-là, moi j'ai la preuve qu'il y avait ce qu'on appelle des AWAC, c'est des avions espions avec les champignons au-dessus. J'ai eu la chance de faire un vol en AWAC. Je peux vous dire que quand vous êtes dans un avion comme ça, vous voyez tout ce qui se passe à 600 km autour. Donc cette zone est totalement surveillée. Les Américains savent parfaitement où est l'avion. Ils l'ont suivi de A jusqu'à Z. Alors là encore, cette histoire des AWACS, c'est encore une fois un fantasme. Cela repose, ça faut le savoir, sur une information qui viendrait, soi-disant selon Guillain Wattrelos, d'une personne du renseignement français qui l'aurait transmis directement. Alors Guillain, à l'époque, s'en était ouvert à moi. J'avais eu beau creuser pour essayer de trouver des éléments, je n'ai jamais, je dis bien jamais, été en mesure de confirmer cette information qui est donc, à ce jour, en ce qui me concerne, qu'une rumeur. Le problème avec cette info, c'est qu'elle a été récupérée par Florence de Changy pour en faire un scénario
complètement délirant et qui techniquement est incorrect, ne fonctionne pas. Donc je vous renvoie vers des précédentes vidéos où j'ai critiqué justement le livre de Florence de Changy, et notamment son scénario, avec les 2 AWACS qui interceptent l'avion. J'ai expliqué pourquoi techniquement ça ne peut pas fonctionner. Et pourtant, ces AWACS reviennent régulièrement sur le devant de la scène. Alors, c'est des gens de... Oui, c'est des gens de services secrets, c'est des gens de l'armée, c'est des gens de l'étranger, d'autres services secrets étrangers, oui. Si je devais faire l'inventaire des informations totalement incohérentes que Guillain m'avait rapportées à l'époque venant de gens soi-disant bien placés, franchement, il y aurait de quoi rire. Certaines personnes lui ont tellement dit tout et n'importe quoi sans même pouvoir vérifier leur personne et leur curriculum vitae, que pour lui, c'était très difficile de faire le tri à l'époque. Ça, je peux le comprendre. Par exemple, quelqu'un un jour m'a dit mon père ou ma maman, comme ça on va essayer, travaille pour Inmarsat, et m'a dit un jour que les données Inmarsat avaient été brouillées. Donc c'est des infos comme ça que vous recoupez petit à petit. Voilà encore une information venant d'une personne dont soi-disant le père ou la mère travaillait à Inmarsat. Bref, ça sent l'information du style téléphone arabe, mais est-ce que c'est vraiment crédible? Florence de Changy nous dit même que quelqu'un lui a dit dans son livre, que quelqu'un lui avait rapporté que quelqu'un dans un mariage lui avait donné une information sur le MH370. Bref, j'ai envie de dire, mais comment voulez-vous juger de la crédibilité de ce genre de récit ou de la personne en question? On vous rapporte quelque chose, comment vous voulez juger la crédibilité de cette info? Désolé, mais moi je ne peux pas considérer ce genre d'information comme viable, car c'est invérifiable. Et ça peut très facilement être déformé, voire même inventé. Même la Malaisie, même à un moment donné, le Premier ministre malaisien est interrogé et dit « Mais vous voyez un avion dans la nuit, vous ne savez pas ce que c'est, vous devez envoyer les chasseurs. » Vous savez ce qu'il répond? Parce que normalement, vous voyez un avion qui est là où il ne devrait pas être. Les militaires, ils envoient tout de suite des chasseurs pour l'intercepter. Guillain commet là encore une erreur. Ça n'est pas le Premier ministre dont il parle, mais du ministre de la Défense qui avait à l'époque la double casquette défense et transport. Pour moi, il y a une explication qui est bien plus probable. L'armée a failli à son devoir de surveillance du ciel malaisien. Ils ne surveillaient pas leur radar et n'ont pas vu l'avion cette nuit-là en direct. Ça n'est qu'au petit matin qu'ils ont regardé les enregistrements et ont découvert cet avion sans transpondeur, impossible à identifier formellement. Voilà pourquoi ils n'ont pas envoyé d'avion de chasse. C'est aussi simple que ça, et le ministre réagit comme cela pour éluder la vraie raison, qui est la défaillance de son armée, tout simplement. Une semaine à nous fabriquer ce truc-là, et c'est à ce moment-là qu'on fabrique les soi-disant données Inmarsat qui disent que l'avion a volé pendant 8 heures. Comme ça, on va nous dire que l'avion est au fin fond de l'océan Indien, où on est sûr qu'on ne trouvera jamais rien, quoi. Donc pour moi, c'est une évidence qu'on a fabriqué une théorie, qu'il faut cacher la vérité. J'ai eu beau chercher, je n'ai jamais réussi à trouver le moindre élément laissant penser que ces données aient pu être fabriquées. Même l'Independent Group, qui est composé d'astrophysiciens, de mathématiciens très calés, n'ont rien décelé. J'ai pu retracer à quel moment Inmarsat a informé les autorités et ce qu'ils ont fait dans les tout premiers jours. Et il faut comprendre qu'on n'avait jamais essayé de tirer de ces données une trajectoire d'un avion. Ça a demandé du temps, des milliers de calculs, des vérifications pour en tirer quelque chose. Alors, je vous renvoie vers mes vidéos sur les données Inmarsat et une autre vidéo où j'explique justement ces données qu'on appelle les BTO et les BFO, car il faut comprendre ces éléments-là avant de dire qu'elles ont été fabriquées. Et donc sur ce point, on a toujours été en désaccord avec Guillain Wattrelos. J'ai du mal à trouver des preuves, mais je travaille aussi avec des journalistes qui ont travaillé là-dessus. Bon, j'ai aussi écrit un bouquin, j'ai une journaliste avec qui je travaille beaucoup qui a écrit un bouquin, si les gens sont intéressés, il faut lire ces bouquins-là. Alors, la journaliste avec qui travaille Guillain, il la nomme pas directement, mais je pense que vous avez compris que c'est Florence de Changy. C'est justement là le problème, car elle n'est pas fiable.
et il recommande de lire son livre. Alors, si vous voulez vraiment savoir toutes les incohérences du livre de Florence de Changy, je vous renvoie vers une autre de mes vidéos, car j'ai été le premier en France, pour ne pas dire au monde même, à me mettre vent debout devant son livre. Puisque j'avais réagi seulement quelques jours seulement après la parution de son livre, en version anglaise, puisqu'il était paru en version anglaise 1 mois avant la version française. Et je n'ai pas pris Ghislain au dépourvu sur ce point, puisque je l'ai prévenu avant de faire ma vidéo de ce que j'allais dire dessus. Et je lui avais d'ailleurs transmis toutes mes notes. Tout ce que j'avais à dire, tous les éléments concrets, je lui ai tout donné. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire le livre de Florence de Changy, bien au contraire. J'encourage à le lire, mais j'encourage aussi les lecteurs à prendre connaissance de ce que j'en dis pour prendre du recul. Après, libre à chacun de croire ce qu'il veut entre elle et moi. Il y a aussi également mon ouvrage. Vous avez également celui de Patrick Blély. Si vous voulez du concret, là, avec nos 2 livres, entre Patrick Blély et moi-même, vous avez du concret, et pas du délire. Moi, ce que je sais, c'est que l'enquête française, elle n'a pas les preuves, mais elle nous dit en permanence, la version officielle, elle ne tient pas. Tout ça fait que je suis arrivé à cette conclusion. Alors, l'enquête française, il faut savoir que j'ai été personnellement entendu par les gendarmes de la section de recherche chargés de l'enquête sur le MH370 sur demande de la juge d'instruction. Je crois que c'était en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Ça n'est pas du tout le discours que j'ai ressenti de leur part, ce qu'ils nous disent. J'ai notamment eu une petite phrase d'un des gendarmes quand on parlait des données radar. Il m'a dit « On sait que Florence de Changy raconte des choses fausses. Sur le demi-tour de l'avion, on a les données radar. » Et il a tapoté le dossier juste à côté de lui pour me faire comprendre que c'était là-dedans. Alors, j'en sais pas plus. Sur d'autres points, on n'était pas forcément d'accord. Mais ce qui ressortait de mes échanges avec eux, c'est que ils privilégiaient visiblement un acte volontaire depuis le cockpit. Et j'ai aussi pu me rendre compte de l'inégalité de leur connaissance aéronautique entre les différents enquêteurs. Alors il faut comprendre que cette affaire est très technique, que c'est difficile aussi pour un gendarme qui a des connaissances aéronautiques généralistes d'évaluer certains détails de cette affaire. Alors, je ne mets pas en doute leurs compétences en matière d'enquête, et notamment d'enquêteurs, mais juste que l'on se rende compte que cela touche tellement de domaines sophistiqués que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Raison pour laquelle les connaissances de pilotes, de contrôleurs aériens, de spécialistes radar sont plus que nécessaires dans cette affaire. 1 mois après la disparition du vol, visite historique d'un président américain en Malaisie. Obama va en Malaisie. Jamais un président n'est allé en Malaisie. À ce moment-là, il faut savoir qu'avant, le gouvernement chinois était extrêmement agressif sur ce qui s'était passé, parce qu'il y a beaucoup de Chinois dans l'avion. Et donc, les Chinois critiquaient énormément la façon dont la Malaisie avait géré l'affaire. Visite historique d'Obama en Malaisie, et à partir de là, les Chinois ne disent plus rien. Et à partir de là, le gouvernement chinois dit aux familles chinoises, surtout, vous rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir, on va négocier des compensations pour vous, c'est fini, on n'en parle plus. Et les Chinois se taisent. Donc c'est évident que Obama est allé négocier quelque chose à ce moment-là en Malaisie et a fait taire quelque part les Malaisiens et même les Chinois. Enfin, il a sûrement donné quelque chose en échange, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Alors non, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Déjà. Je vous invite à aller rechercher sur Internet. Ce voyage d'Obama était déjà annoncé début février, soit bien plus d'1 mois avant la disparition du MH370. Ce voyage était donc prévu de longue date, aucun lien avec le MH370. Faut savoir qu'un voyage présidentiel américain, ça se prépare plusieurs semaines à l'avance avec des personnes du Secret Service, le service qui assure la sécurité du président, qui se rendent sur place pour étudier toutes les modalités et même prévoir les déplacements et les trajets sur place. La limousine, par exemple, ainsi que les véhicules sont amenés par transport aérien. Et aucun lien, là encore, par rapport à ce que dit Ghislain Wattrelos, avec l'attitude des Chinois. Ils se sont désintéressés de leurs compatriotes, pas étonnant de la part du pouvoir chinois.
Si les Américains avaient vraiment abattu l'avion, ne croyez-vous pas que la Chine aurait au moins fait manifester certaines choses ou qu'elle serait restée silencieuse comme ça pendant toutes ces années? Ils auraient été trop contents d'avoir un moyen de pression sur les Américains. Donc non, ça ne tient pas la route. Un certain nombre de personnes dans ce monde connaissent la vérité. Alors, on n'a pas voulu nous la dire. Il y a des raisons qui sont peut-être valables, j'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, on est 11 ans plus tard, ce serait bien qu'on nous dise la vérité. Pourquoi on a bâti? Alors je ne demande pas mieux que Guillain que l'on sache la vérité, que les recherches actuellement en cours aboutissent, que l'on ait les boîtes noires sur lesquelles on va pouvoir travailler pour résoudre ce mystère, et que Guillain et son fils et sa famille, et toutes les familles des disparus aient des réponses. Je ne demande pas mieux non plus. Et parce qu'il y avait aussi la petite amie de ton fils dans l'avion. Eux, tu m'avais dit au téléphone qu'ils n'ont pas choisi de poursuivre le combat autant que toi. Non, eux, c'était des Chinois, mais qui vivaient en France, qui vivent ici aujourd'hui. Eux, c'était leur fille unique. Donc c'était vraiment une histoire horrible pour eux aussi. Et vraiment, ils ne voulaient pas s'impliquer du tout. Enfin, c'était leur façon. Je n'ai jamais eu de contact avec cette famille et je n'ai d'ailleurs jamais cherché à la contacter. Toutefois, une copine d'enfance de cette jeune fille m'a contacté il y a un peu plus d'1 an. Nous nous sommes rencontrés pour échanger car elle souhaitait comprendre pas mal de détails sur cette affaire, chose qui n'est pas facile quand vous essayez de faire ce travail 10 ans après. C'est là que le travail de compilation et de tri que j'ai réalisé tout au long de ces années est vraiment précieux. J'essaie à mon modeste niveau de la renseigner comme je peux. J'ai d'ailleurs pu la mettre en relation avec le BEA qui lui a gentiment organisé une visite pour répondre à ses questions. Ce travail, c'est aussi une façon d'aider, de perpétuer la mémoire des disparus. Alors, du côté de son vécu personnel, ce qui est appréciable avec Guillain, c'est que il se livre sur sa vie privée, sur la façon dont il a vécu cette situation horrible. Oui, c'est émouvant. On compatit pour ce qu'il a pu traverser. On ne le souhaite à personne. Je suis tout à fait content qu'il ait refait sa vie. Il a le droit d'être heureux. Il a mis sa vie entre parenthèses pendant trop longtemps, selon moi, dans cette affaire. Il n'abandonnera pas, ça c'est clair, parce qu'il voudra toujours des réponses et c'est normal. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Maintenant qu'il ait fait des choix d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, de croire plus ou moins certaines personnes que d'autres, j'ai envie de dire c'est son choix personnel, mais c'est aussi mon droit et mon devoir de faire remarquer quand certaines choses ne sont pas exactes. Alors, je vais terminer cette vidéo en parlant du livre de Guillain. Il faut savoir qu'à l'époque où Guillain a écrit son livre, il m'avait demandé de relire son manuscrit et de collaborer avec sa relectrice Gaëlle Lejeune pour certains aspects techniques et notamment aéronautiques. Cela m'avait d'ailleurs beaucoup touché car ça montrait la confiance qu'il me portait. Ça m'avait aussi permis de le découvrir de manière plus personnelle avant tout le monde. Voilà. Alors, sa dédicace, personnellement, je la garderai pour moi car elle m'est chère. Dans son livre, il me cite d'ailleurs en disant de moi que je faisais partie des pragmatiques scientifiques de l'ombre archidoués, pesant et sous-pesant chacune de mes théories. Guillain, j'ai envie de vous dire, je n'ai jamais changé. Je ne peux pas laisser dire certaines choses sur cette affaire justement parce que je suis pragmatique et comme vous le dites, je pèse et je sous-pèse chacune des théories. Parce que celle-ci, celle que vous défendez avec Florence de Changy, ne colle pas toujours, pour ne pas dire quasiment tout le temps, avec les faits et les preuves dont on dispose. Et croyez-moi, s'il y a bien quelqu'un qui essaye de faire la distinction entre les faits, les interprétations, les théories, les suppositions, c'est bien moi. Je mesure chacun des mots que j'utilise et chaque phrase, comme je le mesurais à chaque fois que je pouvais vous parler, Guillain. Justement pour ne pas aller trop loin, et notamment plus loin que ce que l'on pouvait en dire. Même si je corrige ici vos paroles, c'est parce que je suis attaché à 2 choses dans cette affaire. La vérité et l'objectivité. Une objectivité qui est malheureusement absente de la plupart de certaines personnes qui vous entourent, mais dont vous n'êtes pas responsable.
Je souhaite que vous soyez correctement informé et non orienté dans la mauvaise direction. J'espère que vous en prendrez conscience un jour, que vous vous rendrez compte que beaucoup d'éléments qui vous ont été communiqués par Florence de Changy sont incorrects et même incohérents. Elle est certainement sincère dans ce qu'elle vous dit, mais elle refuse catégoriquement les preuves qu'on lui met sous le nez. Quand vous aurez réalisé que vous avez été détourné de la vérité, sachez que je serai toujours présent. Je prie pour que les recherches actuellement en cours aboutissent, que les théories farfelues disparaissent enfin et que toute la lumière soit faite sur cette affaire, pour vous et pour votre fils, pour que le combat que vous menez depuis tout ce temps, avec une énergie qui force l'admiration, n'ait pas été vain. Sans votre motivation, je n'aurais peut-être pas été aussi loin dans mes recherches. On ne recherche pas la gloire, mais seulement la vérité. Je vous remercie pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques précisions par rapport au discours que peut tenir Ghislain, par rapport à ce que vous pouvez entendre à droite à gauche. Et n'hésitez pas à poser vos questions. J'y réponds toujours en commentaire. À bientôt.